Bonjour à tous et merci au modérateur de m'avoir passé la parole. Ce matin, je vais essayer de partager avec vous une observation qu'on a faite au Cameroun sur les patients mis sous ténophobie après les recommandations de l'OMS de 2013. Donc on fait un peu un gap en arrière par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure. Comme état des lieux sur l'infection à VIH de façon globale, nous pouvons dire qu'en 2016, près de 36,7 millions de personnes étaient suivies, vivaient avec le VIH dans le monde, avec 1,6 million de nouveaux cas. Bien évidemment, l'Afrique subsaharienne reste la partie du monde la plus touchée par cette infection. Mais cependant, depuis la découverte de ce virus, plein de choses ont été faites dans le cadre du diagnostic, mais aussi du suivi des personnes vivant avec le VIH. L'OMS ici, qui est un peu le moteur dans la lutte contre le VIH, update chaque année un peu les recommandations afin de pouvoir anticiper sur la riposte par rapport à cette infection. C'est ainsi que nous, en 2006, nous sommes partis de la mise au traitement des patients uniquement lorsque le taux de CD4 était inférieur à 250 cellules par mètre cube pour un test intrite en 2015, permettant ainsi de pouvoir atteindre les objectifs 90-90-90 visés par l'ONU-SIDA. Cependant, si nous voulons pouvoir atteindre le troisième 90, il faudrait non seulement renforcer le suivi, d'accord, mais aussi faire de bons choix thérapeutiques pour pouvoir anticiper le phénomène de résistance qui de plus en plus se vit dans nos pays. Qu'est-ce qui se passe là? Attention, tic. Voilà, désolé. C'est ainsi que actuellement, 4 grandes classes d'antirétroviraux sont disponibles pour le suivi des patients vivant avec le VIH. Elles ont pour rôle de cibler à des zones bien précises et de rompre la réplication virale. Cependant, compte tenu du coût assez élevé de certaines de ces molécules, dans les pays à ressources limitées, l'OMS a préconisé à l'époque l'utilisation de deux de ces grandes classes, à savoir les inhibiteurs nucléosidiques de Reverse, les inhibiteurs de reverse transcriptase et les inhibiteurs de protéase. Et c'est ainsi qu'en 2010, pour les premières lignes de traitement dans les pays à ressources limitées, l'OMS préconisait l'utilisation de 2 inhibiteurs nucléosidiques de reverse transcriptase et d'un inhibiteur non nucléosidique de reverse transcriptase. En cas d'échec dans cette ligne-là, le patient était switché en deuxième ligne, qui est constitué de 2 inhibiteurs nucléosidiques de reverse transcriptase et d'un inhibiteur de protéase. Les molécules principalement utilisées étaient la lamivudine, la stavudine et l'efavirenz. Par la suite, il a été démontré une forte taux de toxicité à la stavudine et l'intolérance à cette molécule, ce qui a mené l'OMS à switcher et remplacer cette molécule par le tenofovir. C'est ainsi qu'en 2013, dans nos pays, le tenofovir a été placé comme molécule préférentielle de première et de deuxième ligne de traitement. Ces recommandations ont été implémentées au Cameroun en 2014, mais cependant, avec la grande survenue des résistances que l'on voit de plus en plus, il était un peu nécessaire de plus ou moins se poser la question de savoir que pourrait être l'impact de ces recommandations-là sur la résistance à cette molécule dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes donc posés comme question de savoir quel peut être l'impact des recommandations de l'OMS de 2013 sur la résistance au tenofovir chez les patients traités au Cameroun. Pour répondre à cette question, nous avons envisagé d'observer de façon générale la résistance au tenofovir chez les patients reçus en routine au Centre Pasteur du Cameroun et spécifiquement de déterminer les proportions de patients sous tenofovir entre 2014, qui était la date d'implémentation de ces recommandations au Cameroun, et 2016, et aussi d'utiliser le test de résistance ici pour pouvoir observer un peu l'évolution de cette résistance-là sur les 3 années chez ces patients. Alors, le Centre Pasteur du Cameroun ici est un peu le laboratoire national de référence pour le suivi biologique des personnes vivant avec le VIH dans notre pays.
Donc, c'est ainsi que nous recevons plein de patients revenant de plusieurs régions du pays, que ce soit pour le diagnostic au VIH ou encore pour le suivi de cette infection. Alors, le test de résistance, quant à lui, a toujours été utilisé dans notre centre, mais généralement, c'était dans le cadre de la recherche. Et ce n'est qu'en 2013 qu'on l'a implémenté comme outil supplémentaire dans la routine disponible pour les patients pour le suivi de leur infection. Alors, pour la réalisation du test de résistance au Centre Pasteur, tout d'abord, il y a un formulaire qui est rempli dans lequel on recueille les données sur l'âge, le sexe et le traitement pris par le patient. Par la suite, un échantillon de sang il est prélevé et le test de résistance ici est réalisé suivant l'algorithme de l'ANRS. Celui utilisé ici était celui le tout dernier, celui de la version 26. Alors, de janvier 2014 à décembre 2016, nous avons reçu 280 patients et seuls 69,9% d'entre eux avaient des informations sur le traitement, soit 73,5% en première ligne et 26,5% en deuxième ligne. Les patients sous ténophobie ici sur ces 3 années étaient d'environ 68,4%. Et c'est sur cette population-là que nous avons plus ou moins mené la suite des travaux. En nous intéressant donc à leurs données socio-démographiques, nous observons là une médiane d'âge de 40 ans. La charge virale médiane ici était de 5 logs. La durée de traitement de 4 ans. Et nous avons 78,3% des patients en première ligne et 21,7% de patients en deuxième ligne. En nous intéressant de façon plus précise, année après année, sur un peu l'évolution de la résistance chez ces patients, nous avons constaté une évolution significative du nombre de patients sous ténophobie, ce qui montre bien effectivement la mise en application des recommandations de l'OMS. Mais cependant, rappelons-nous ici que ces patients sont des patients qui sont venus en cas d'échec thérapeutique. Alors, nous avons bien sûr l'augmentation du nombre de patients traités par le ténophobie, mais cela entraîne aussi quelque part une augmentation de la résistance à cette dernière. Et en nous penchant donc un peu de façon plus précise à cette résistance, nous constatons effectivement une augmentation significative de la résistance aux ténophobies chez ces patients sur ces 3 années-là. Et nous avons aussi pu observer que la combinaison ténophobie, lamivudine et efavirenz augmentait le risque de l'apparition de la mutation K65R majoritairement retrouvée ici, qui justement est à l'origine de l'apparition de cette mutation-là. En plus, de façon assez surprenante, en nous intéressant un peu aux patients qui, eux, n'étaient pas sous ténophobie, nous avons quand même observé une augmentation significative de la résistance aux ténophobies, et ceci chez les patients de première ligne. Ce qui revient effectivement à se poser des questions et nous conduirait peut-être à une hypothèse de la transmission des souches déjà résistantes. Mais cela reste bien une hypothèse parce que quand on regarde un peu les effectifs, ils sont quand même assez bas. Alors, pour nous résumer, nous pouvons dire oui, depuis 2014 au Cameroun, l'implémentation des recommandations de l'OMS ont bien été prises en compte, mais malheureusement, on observe ici que cela a aussi entraîné une augmentation de la résistance aux ténophobies, aussi bien chez les patients traités par cette molécule que chez ceux qui ne sont pas traités et en première ligne. Alors la question est de savoir est-ce que ces recommandations étaient vraiment les bienvenues. Bon. Alors, mais nous pouvons quand même, au regard de ces résultats, nous dire qu'il est important de renforcer le suivi parce que ce serait bien de pouvoir avoir une certaine veille sur la survenue des résistances, particulièrement dans nos pays où on sait bien que les options de traitement sont assez limitées. Et peut-être, s'il y a possibilité, pourquoi pas subventionner le test de résistance comme outil de suivi dans nos pays. Parce que pour un pays comme le nôtre, par exemple, où le SMIC il est à pratique environ 30 €, le test de résistance actuellement, il est autour de 120 €. Donc, on comprend bien que les patients ne peuvent pas avoir le moyen de se l'offrir. Donc,
je vais vous remercier pour votre attention. Questions dans la salle? Oui, micro, s'il vous plaît. Ah. Ok, merci bien pour... j'ai juste 2 points. Ça fait déjà la troisième intervention que j'entends. Le problème, quand je regarde l'histoire sur le VIH, j'ai l'impression qu'on est en train de refaire encore les mêmes erreurs. De se poser la question, est-ce que l'arme la plus forte qu'on a à l'instant, on se pose la question, est-ce qu'il faudrait l'utiliser ou pas? Moi, je trouve que au moment où nous parlons, l'arme la plus puissante qu'on a, on doit bien l'utiliser pour sauver d'abord ceux qui sont là, quitte maintenant à trouver des mesures d'accompagnement pour la suite et trouver des solutions pour la suite. Si on commence à se poser la question maintenant, d'ici quelques années, ceux qui sont là sont morts. Ma deuxième intervention aussi, j'ai entendu sur plusieurs fois, nous avons toutes les armes et tous les outils nécessaires. Je pense que non. Sur les traitements, on a toujours des nouveautés qui viennent, mais je pense même sur le suivi biologique, on doit aussi avoir des progrès. Quand nous commençons à dire que nous avons tous les outils nécessaires, je pense que les chercheurs et ceux qui financent les recherches vont un peu se reposer sur leur laurier et on n'aura pas donc des améliorations sur les diagnostics. On est passé au diagnostic, au labo, au début du diagnostic, et aujourd'hui, on est à des tests rapides. Donc pour moi, ça c'est des choses qu'il faut toujours pousser pour avoir une simplification des protocoles au niveau thérapeutique, mais aussi des simplifications au niveau biologique pour améliorer toute cette réponse. Et non donc commencer à faire un lobby de dire que nous avons tous les outils alors que non. Merci bien. Merci pour votre présentation. Quel était le profil des mutations de résistance chez ces patients dans votre étude? Sur les patients traités par le ténophobie. Les autres, comme vous avez fait le génotypage, quelles étaient vraiment les autres mutations à retrouver? Comme la mutation majoritaire qu'on avait ici, c'était la M184V, bien sûr, qu'on retrouve généralement chez la plupart des patients. Donc, ils étaient, pour la plupart, déjà, ils étaient résistants à la lamivudine et aussi à la névirapine et les favirenz. Résistant au tenofovir, c'était que la case... oui, de façon majoritaire, c'était la case 65R, justement. Et Elodie, il faudra que tu regardes les sous-types aussi, parce qu'il y a des grosses différences de sélection de K65R en fonction des sous-types. Il faudra que tu regardes ça dans ton analyse. Oui, ok. Merci. Merci, Elodie. Ma question, c'est, à l'issue de votre étude, est-ce que le programme national a pris des dispositions et quelles ont été ces dispositions-là par rapport au traitement des patients qui étaient sous tenofovir? Merci. Pour le moment, nous n'avons pas encore vraiment fait part des résultats que nous avons obtenus au niveau du programme. Parce qu'effectivement, cette étude, le papier est encore en cours de sortie. Mais sinon, effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et bon, après, on se dit aussi, là, c'était une observation faite un peu au pif sur 3 ans. Peut-être il faudrait un peu pousser les études pour voir un peu plus loin si on a les mêmes résultats. Et là, effectivement, on pourra sonner l'alarme. Mais là, c'était juste un coup de sonde. On voulait juste voir, effectivement, avec ce qui est mis en place maintenant, est-ce qu'on va dans la bonne direction, quoi. Mais après, ça reste encore un peu discutable aussi. Je voulais ajouter en disant qu'au Cameroun, actuellement, il y a les directives qui sont claires par rapport aux patients de première ligne qui avaient le tenofovir. La deuxième ligne contient les antidotes protéases plus AZT pour remplacer ce qui était sur le tenofovir. Et également, actuellement, il y a la troisième ligne également qui est disponible au Cameroun pour les patients qui sont en échec de deuxième ligne. Merci. Donc la
la notion de résistance n'est pas seulement pour le VIH1. Le VIH2 également, des cas de résistance ont été répertoriés. Et là, j'invite Boris pour nous faire le point sur